Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives, profondes et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie, littéralement, enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Tordoux et j'ai l'honneur d'accompagner les familles dans leur cheminement autour de la naissance en tant que doula. Ce podcast est né durant ma dernière grossesse, alors que je cherchais à me nourrir de récits inspirants. J'ai commencé par des lives sur Instagram, et aujourd'hui, je vous propose ici ces échanges intimes, authentiques et riches d'enseignements. Mon rôle, tenir l'espace pendant que mes invités viennent se raconter. Parce que seules les personnes qui enfantent savent ce qui est juste pour elles. Venez découvrir leurs aventures qui ouvrent le champ des possibles. Vous êtes prêtes et prêts ? Alors installez-vous confortablement et laissez-vous porter par ces vagues d'ocytocine. Super. Mais écoute, bienvenue. Merci de venir et d'avoir cet enthousiasme d'être venu me dire « Oui, moi je serais d'accord pour témoigner ». Est-ce que tu serais d'accord qu'on commence par partager qui tu es et ce que tu aimes? Oui, alors moi je m'appelle Julie, j'ai 29 ans, je suis enseignante en collège et je suis maman de petites filles, Victoria qui a 6 ans et demi, c'est important les 6 ans et demi à cet âge-là, et d'Alba qui va avoir 1 an dans 2 semaines. Voilà, donc je suis aussi mariée depuis 6 ans. Et ce que j'aime, alors bon, j'aime des choses relativement simples au final. J'aime la musique. La musique fait beaucoup partie de ma vie, la danse. J'aime passer des moments en famille. J'aime les plantes, me balader. J'aime en ce moment, j'aime découvrir de nouvelles choses. Donc en ce moment, je fais de la broderie. Heu, J'y consacre pas beaucoup de temps. J'ai pas encore beaucoup de temps à y consacrer, parce que je m'occupe, là je suis en congé parental du coup, donc je m'occupe entièrement de mon bébé qui me demande beaucoup d'attention, du coup, au détriment d'autres choses pour le moment. Et voilà, je m'intéresse à quand même pas mal de choses. J'aime beaucoup la lecture aussi, je lis beaucoup quand je peux. Et voilà, globalement, c'est ces petites choses au final que j'aime faire. Merci. Là, tu as enfanté chez toi, mais j'imagine que c'est pas arrivé comme ça, cette naissance. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager, de nous expliquer, de revenir sur ton histoire qui a fait que tu as vécu cette naissance-là? Alors, l'envie d'enfanter à la maison était présente avant de tomber enceinte là-bas. C'est-à-dire que je l'envisageais avant qu'on se dise ok, on programme d'avoir un deuxième enfant. Euh, c'est même arrivé très rapidement après la naissance de Victoria au final. Je suis tombée par hasard. C'est marrant parce que c'était sur des posts Instagram, par hasard sur des récits d'enfantement à la maison. Donc, étonnamment, alors moi j'ai eu un AAD, donc un accouchement assisté par une sage-femme à la maison. Et étonnamment, les récits que j'ai lus, c'était beaucoup des ANA, donc des accouchements non assistés. Et c'est là que j'ai un peu découvert euh, qu'il était possible, évidemment, de naître autre part que dans une structure hospitalière médicale. Même si je savais très bien que les femmes font ça depuis la nuit des temps. Mes deux grands-mères ont
à la maison. Enfin, voilà, à leur époque, c'était la norme. Mais pour X ou Y raison, je ne savais pas qu'on pouvait le pratiquer. Alors bien sûr, enfin, avec les connaissances que j'ai actuellement, je me dis, mais évidemment que tu fais ce que tu veux, quoi. Mais voilà, sur le moment, j'ai découvert un petit peu cette autre voie. Et, et, euh, et voilà, je m'y suis vraiment intéressée. Voilà, comme je t'ai dit, je m'intéresse à beaucoup de choses. Et puis quand il y a quelque chose qui vraiment m'intrigue, me passionne, j'essaye vraiment de lire, de m'informer le plus que je peux. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé voilà, à me renseigner, à savoir quelles étaient les options possibles, voilà, tout. J'ai vraiment commencé, j'ai commencé à me renseigner un petit peu là-dessus. Et au moment où, je sais pas si on entend mon chat qui gratte, je sais pas si ça gêne l'audio parce qu'elle est en train de frapper la porte. Je suis désolée. Et du coup, au moment où j'envisageais cette deuxième grossesse, j'envisageais cet accouchement à domicile également. Et pourquoi ça et pas le médical? Alors déjà, j'ai vécu un accouchement. Alors mon premier accouchement était un accouchement en structure hospitalière d'ailleurs de niveau 3, enfin vraiment très très médicalisé. Et ça venait suite à... Alors, on va dire que je sais pas aujourd'hui si je le regrette ou pas, parce que sans y réfléchir, je vais te dire que oui, j'aurais aimé que Victoria soit accueillie dans les mêmes conditions qu'Alba. Mais sur le moment, je sais que pour moi, il n'était pas envisageable de faire autrement, parce que en fait, Victoria arrivait après la perte d'une première grossesse qui a été très traumatique. Et à ce moment-là, j'avais besoin du médical. Vraiment, parce que j'étais dans mon trauma encore, et j'étais apeurée. Enfin, voilà, j'ai vécu une grossesse très stressante, très angoissée. Et à ce moment-là, le médical, c'était un petit peu mon lieu de réconfort et de sécurité. Même si, quand j'y repense, peut-être que si j'avais peut-être travaillé sur mon trauma, peut-être que si les choses s'étaient passées autrement, je n'aurais pu euh, vivre la chose autrement et les faire différemment. Mais c'était comme ça. Allez, je suis fidèle à l'hôpital. D'ailleurs, en plus, ça a été médicalisé de A à Z parce que j'ai été déclenchée pour dépassement de terme. Donc, j'ai dépassé le terme de 5 jours. Sachant que pour Alba, j'ai dépassé le terme de 6 jours et j'ai accouché à la maison. Mais pour Victoria, j'avais dépassé le terme de 5 jours. Et donc, le protocole de la maternité était... Alors moi, je suis full protocole. On m'a toujours mis des protocoles sur la tête. Donc, pour Victoria, protocole de l'hôpital, c'était J+5. Il ne s'est rien passé. On déclenche à J+5. Donc, vous arrivez le matin à 10h, vous prenez votre petit déjeuner maximum à 8h. Vous arrivez à 10h, on vous déclenche. Donc, vraiment, ça a été très, très médicalisé de A à Z. Sachant que je suis arrivée, j'avais un col fermé, long. Il y avait, voilà, on m'a mis un propès et puis voilà, quoi, ça va faire le travail tout seul. Donc, vraiment, pour le coup, cet accouchement, il a été l'opposé du naturel et du physiologique. D'ailleurs, j'ai en position gynécologique, sans qu'il y ait, mine de rien, trop de... Voilà, j'ai eu de la chance, parce que avec les connaissances que j'ai actuellement, je sais que déclenchement, péridurale, position gynécologique, etc., c'est tout, ça coche toutes les cases pour
pour la cascade d'intervention qui peut suivre, quoi. Ça peut vraiment, voilà, au niveau d'instrumentalisation, au niveau même de risque d'aller en césarienne, etc. Enfin voilà, je veux dire, je cochais toutes les cases pour, qui mettait un peu plus le pied dans ce potentiel, en fait, ces potentielles interventions au final. Et donc, voilà, dans tout ça, j'ai quand même eu de la chance. Ça ne m'est pas arrivé, donc médicalement parlant, tout s'est passé pour le mieux, malgré toutes les hormones chimiques que j'avais en moi, tout ce qui n'était pas favorable au final à l'accouchement. Mais j'ai quand même vécu quelque chose qui... Alors, j'ai pas su mettre les mots dessus tout de suite, et c'est marrant parce que j'ai réussi à comprendre ce qui s'était passé et ce que j'ai pu ressentir qu'une fois que je me suis renseignée sur la physiologie, la grossesse naturelle, la physiologie de la naissance au final, comment est-ce que la femme doit être pour donner naissance, comment est-ce que le bébé naît, comment est-ce que... En fait, il y a tout un tas de choses qui se sont révélées à moi sur mon premier accouchement à partir du moment où je me suis informée sur ce qu'était au final la naissance. Qu'est-ce que c'est que naître? Qu'est-ce que c'est que donner la vie au final? Et je sais que quand elle est née, alors j'avais pas, tu vois, tout ce qui est projet de naissance, tout ça, je connaissais pas à ce moment-là. Je sais pas, je l'ai su quelques mois après la naissance. Ah, c'est vrai, on peut écrire un projet de naissance. Je savais pas. Donc j'avais pas de projet de naissance, mais j'avais juste une seule chose que j'avais dit à mon mari. C'était bon, si jamais, bon, c'est le truc classique, hein, si jamais il doit sortir de la pièce avec la petite, tu y vas, quoi, tu la laisses pas. Déjà que moi, je vais pas pouvoir sortir, tu y vas, quoi. C'était le seul truc. J'avais pas de projet de naissance, pas, alors que là, pour cette naissance-ci, il a fallu anticiper. Donc, anticiper un potentiel départ en maternité. Donc, écrire un projet de naissance que je n'avais pas envie d'écrire parce que j'avais pas envie d'aller à la maternité, mais je me suis forcée à faire quand même. Donc, où j'ai déroulé et j'ai fait une page recto verso de projet de naissance. Donc, j'avais des choses à dire, j'avais des volontés. Là, j'en avais qu'une seule et elle n'a pas été respectée parce qu'on est sorti de la pièce avec mon bébé. Alors, d'ailleurs, on l'a posé sur moi peut-être 3 secondes. J'ai pas eu le temps, en fait, d'être avec elle. Ils se sont dit, oh, on l'entend pas pleurer, elle a peut-être du mal à respirer. Ils ont commencé à l'aspirer dans la pièce, donc ils l'ont prise. Elle était dans la pièce, donc je la voyais au final, elle était là, ils l'ont aspirée. Je sais pas pourquoi ils se sont dit que c'était pas suffisant. Bon, bah, elle a un petit peu de mal à respirer, on doit l'emmener. Et on revient. D'ailleurs, je sais même pas s'ils m'ont dit elle a un petit peu de mal. Et je crois qu'ils l'ont juste prise. Oui, ils l'ont juste prise parce que je me souviens que j'étais restée dans l'incompréhension. Ils l'ont prise, ils m'ont dit on revient, on sort avec elle, mais on revient. Je lui dis bah ok, mon mari vient avec nous. Non, non, il reste là, on vient. Et donc mon mari s'était levé pour partir avec eux. Et au final, elles l'ont dit ça, elles nous ont dit ça. Bah, ils savaient pas quoi faire. Et surtout qu'elles sont sorties, elles ont refermé la porte. On est restés là tous les deux. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais sur le moment, j'ai l'impression que ça avait duré 3 heures. Il y avait d'autres sages-femmes dans la pièce, une qui vérifiait le placenta, etc. Un silence, mais personne ne parlait. Moi, j'attendais et je paniquais parce que je ne savais pas pourquoi on me l'avait emmenée et surtout qu'il y avait personne avec elle. Et honnêtement, à ce moment-là, j'ai vécu quelque chose et je ne savais pas ce que c'était. Et avec le temps, j'ai compris qu'au final, c'était
mon bébé, c'était mon accouchement, mais ça ne m'appartenait pas parce que j'étais pas dans mon lieu à moi. Donc en fait, les professionnels de santé, ils font ce qu'ils veulent quand c'est eux qui ont ils tiennent les rênes en fait. Les rênes et en fait, on peut rien faire. D'ailleurs, quand mon mari a essayé d'y aller, on lui a dit non. C'est notre enfant, tu vois. On a un droit de le suivre. Mais on nous a dit non. En plus, on n'est pas des enfants, quoi. Pourquoi tu nous dis non? Pourquoi mon mari n'a pas le droit de venir? Enfin, même si c'est quelque chose de grave, pourquoi il aurait pas le droit d'être là, tu vois? Enfin, et à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, dès que tu rentrais dans une structure, t'es plus maître ni de toi-même, ni de ton bébé, ni même de ton accouchement, ni même de rien du tout. Et ce que j'ai vécu, c'était vraiment, enfin, j'ai vraiment trouvé ça tellement injuste et c'était traumatisant. Enfin, je me souviens encore de la scène, ça fait 6 ans et demi, et je me souviens encore d'être restée là, patienter pendant ce qui me paraissait des heures, à attendre qu'on revienne avec mon bébé ou qu'on revienne me dire quelque chose. Au final, ils sont revenus. Oh, elle avait juste besoin d'un peu d'aspiration, un peu plus forte, plus que le matériel qu'on avait ici en salle de naissance. Est-ce que tout ça, ça justifiait le fait que mon mari n'ait pas pu me suivre? Et au final, il y a tout un tas de choses après qui se sont créées après ça. J'en ai voulu pendant longtemps, mon mari, de pas avoir insisté, tu vois. Parce que moi, c'est dans mon caractère d'insister et d'aller au bout des choses que je veux faire. Et quand on en a rediscuté des années après, parce que tu sais, quand il y a quelque chose qui s'installe, là, tu vois, c'est. Et en fait, j'en ai discuté que très longtemps après avec lui. Et il m'a dit, mais en fait, je savais pas ce qui se passait. Et, et si j'insistais, et si on était là en train d'argumenter, je savais pas ce qui se passait avec la petite, c'était du temps perdu pour elle, en fait, vu qu'on savait pas ce qui se passait. Donc, j'ai pas osé insister, parce que s'il fallait vraiment se dépêcher, moi, j'allais leur faire perdre du temps. Et tu vois, ça m'était pas venu à l'esprit. Moi, je ne le voyais pas sur le moment. Je voyais juste qu'on partait avec mon enfant, que j'avais eu sur moi 2 secondes, même pas. Et c'est tout ce que je voyais. Je voyais pas le reste, je voyais pas le temps perdu, je voyais pas tout ça. Surtout que je sais pas si instinctivement je savais qu'il y avait rien, je sais pas. Ça m'est pas venu à l'esprit de me dire qu'il y avait potentiellement quelque chose de grave, ce qui n'était pas le cas, et qu'on aurait pu perdre du temps. Tout ce que je voyais, c'était qu'il y avait personne avec elle et que je ne savais pas ce qui se passait. Et en fait, d'avoir vécu ça, alors que tout le reste, ça s'était globalement bien passé parce que j'avais eu tout ce que je voulais avoir. Sur le moment, la péridurale, je la voulais. Elle était. Voilà, on me l'avait posée, j'avais jamais appuyé dessus, je savais que je voulais pas non plus m'anesthésier complètement. J'avais pas eu de. Si, il y a quand même des choses qui me sont revenues après, parce que je sais qu'on m'a menacé de césarienne à un moment donné. Le fameux, je te menace avec les césariennes si le bébé n'arrive pas vite. Chose que j'ai compris après, que les ralentissements du cœur du bébé, surtout pendant les contractions, c'est quelque chose de tout à fait normal et de tout à fait sain. Lorsque le bébé s'apprête à naître, son cœur ralentit avec les contractions, sans qu'il y ait rien de dangereux, sans que ça menace sa santé, sa vie. Mais voilà, on m'a fait comprendre que bon, le bébé, là, il faut qu'il. Voilà, s'il n'arrive pas là dans les minutes qui viennent, il faudra passer en césarienne. Parce que, bon, on note quelques ralentissements. Et ça, pour le coup, la césarienne, alors moi, il faut savoir que je suis hématophobe, donc j'ai une phobie du sang, des veines, etc. Moi, la césarienne, c'était, je pense que j'aurais bataillé, quoi. C'est vraiment le truc, j'aurais vécu. Enfin, franchement, je sais pas comment j'aurais vécu, mais c'est une des choses qui me fait le plus peur. Donc, du coup, c'est pas juste une simple menace pour moi, c'était vraiment
Là, ça m'a mis la pression, alors qu'en plus, je pouvais rien faire. Je pouvais pas, déjà, je pouvais pas bouger. Alors, je pouvais pas bouger, je pouvais pas boire, sachant que j'ai accouché le 25 juin 2018. C'était la canicule. Je pouvais pas boire. La dernière fois que j'avais mangé, eh ben, il était 8 heures parce qu'on m'a dit après 8 heures, il faut pas manger. Donc, j'avais pas mangé, j'avais pas bu. J'étais en fait en salle de travail, en salle de naissance même, parce qu'on m'a mis la péridurale relativement tôt, parce que le propesse qu'on m'a mis, il m'a donné des contractions très très fortes. J'ai tenu pas mal de temps, le col il avait un petit peu du mal à s'ouvrir, et en fait quand on m'a mis la péridurale, j'étais à 4. Donc, je suis restée très longtemps en salle de naissance, allongée, sans rien faire. Et là, avec le temps, je me dis, mais vraiment, j'ai subi cet accouchement, quoi. J'ai rien fait. J'ai attendu. C'est nul. Enfin, je veux dire, c'est pas un moment où on doit attendre. On n'attend pas. Enfin, il faut maintenant, avec le recul et avec ce que j'ai vécu pour ma deuxième accouchement. Enfin, je sais vraiment, c'est un travail à deux, quoi. Le bébé, il naît, mais moi, je donne naissance, quoi. Tu vois, et je sais que ça m'a profondément ennuyée d'être dans cette salle sans pouvoir boire. J'avais soif, avec une lumière horrible sur la tronche, très forte, voilà, des lumières blanches, là, quoi. Et j'avais chaud et je pouvais pas bouger et je suis restée toute la journée sur ce lit. Et en y repensant, je me dis, mais personne qui veut accoucher comme ça, enfin, qui veut donner naissance de cette manière? Il n'y a rien de. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de symbiose, il y a rien. On attend, en plus, t'es branché, il y a des trucs qui sonnent dans tous les sens. J'étais complètement déconnectée de la réalité, de ce que c'est qu'accoucher. Et au final, je me dis que, est-ce que je le regrette quand je disais, je sais pas si je le regrette, oui, non. Sur le moment, j'avais besoin du médical, mais quand je le vois avec du recul, je me dis, après, je me dis, au final, le fait d'avoir vécu les deux, ça me montre quand même bien les failles de ce que c'est qu'un accouchement physiologique en structure. Si je l'avais pas vécu, j'aurais pas pu le savoir. Donc au final, ça me permet aussi de le voir de manière plus claire que ça va pas, en fait. Pour quelqu'un qui est informé, alors quelqu'un qui ne sait pas. Moi, au début, voilà, quand j'ai accouché de Victoria, j'étais pas informée. Donc, pour moi, c'était normal. C'était normal d'être en salle de travail sans rien faire, d'être branchée de partout. Bon, c'était pas normal. Là, sur le coup, j'ai réussi à savoir quand même que c'était pas normal de sortir avec mon bébé sans nous dire, sans nous prévenir, sans nous rassurer, sans laisser papa venir, alors que c'était ma seule volonté. C'était pas normal de me menacer avec une césarienne ou de me mettre la pression. Ça, j'en avais très conscience sur le moment, mais tout le reste pour moi, c'était, voilà, c'était comme ça que tout le monde accouchait, non? Et au final, même une fois que tu as les informations, tu peux pas trouver ça normal. C'est juste pas possible. Moi, je sais que quand je revis cet accouchement, je, je suis triste d'avoir vécu ça. Triste pour moi, triste pour mon bébé qu'elle ait vécu ça aussi. Je veux dire, elle est, elle est arrivée. En plus, je l'ai même pas prise moi. C'était des gants en latex tout froid qui m'ont récupéré. On l'a baladée à droite à gauche, toute nue. Elle devait avoir froid. Enfin, je sais pas, mais il y a quelque chose qui est pas normal là-dedans. Et quand j'ai lu tous ces récits de naissance à la maison, de lumière tamisée, de chaleur, euh, de femmes qui ont de la mobilité, qui mangent, qui boivent, quoi, qui vivent leur vie, quoi, pendant qu'elles donnent naissance, qui font ce qu'elles ressentent, ce qu'elles ont besoin. Je me suis dit, mais en fait, si ça se trouve, c'est ça, quoi. C'est ça qu'il faut que je vive. Pour une prochaine fois, je peux
peux pas revivre ce que j'ai vécu là. J'ai pas aimé, en fait. J'ai pas aimé ce que j'ai vécu, j'ai pas il y a quelque chose que je n'arrivais pas à décrire sur le moment et qui fait que je me sentais pas et d'ailleurs tout le postpartum, pareil, ça s'est ressenti. Il y avait plein de choses que j'accumulais, je sentais que j'étais pas bien, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus, je ne savais pas d'où ça venait. Et c'est que bien longtemps après que j'ai su qu'au final, quand tu vis un accouchement qui n'est pas ce que ton cerveau archaïque, primitif a prévu et qu'en plus, consciemment, il y a aussi des choses que tu as mal vécues, et bah, ça va s'ancrer quelque part et ça va faire des nous, on a vécu un baby clash après la naissance de Victoria. Je lui reprochais beaucoup de choses. J'avais beaucoup de colère en moi, de plein de choses que je ne savais pas d'où ça venait. D'ailleurs, je l'ai jamais su avant la naissance d'Alba, peut-être après mon deuxième postpartum. Après m'être informée sur ce qu'est le postpartum, parce que ça aussi, il faut s'informer, personne ne le fait. En fait, je me dis, mais en fait, on a vraiment vécu ça, quoi. Et tout découle de la naissance, tout découle de ce que j'ai mal vécu à ce moment-là, de ce qui s'est passé qui n'était pas normal. Et je remettais beaucoup la faute sur les autres. Ah, tu fais pas ça. Ah, pourquoi il s'est passé ça? Pourquoi il s'est passé ci? Et de la colère, beaucoup. Et pas d'apaisement. J'étais pas apaisée. Je vivais pas un postpartum idéal, quoi. J'étais pas bien. Et en comparaison avec mon deuxième postpartum, je me dis, mais oui, mais c'est évident, on n'a pas vécu les mêmes choses. J'ai pas vécu le même enfantement, je peux pas. Il y en a un que j'ai totalement subi parce que j'ai poussé quand on m'a demandé de pousser, je savais pas trop ce qui se passait. C'était les autres qui avaient le contrôle de ce qui se passait, c'est elles qui faisaient le travail, c'était pas moi. Moi, j'ai tout subi. J'ai subi quand mon enfant est sorti, j'ai subi quand mon enfant est né. À aucun moment j'étais actrice de quoi que ce soit. Et tout ça a fait que je me suis dit que je ne pouvais pas revivre ça une deuxième fois. Surtout après avoir mis le nez, en fait, dans les accouchements à domicile. Mais d'un côté, il fallait que ça vienne à moi. Je suis quelqu'un qui... J'ai toujours vécu un petit peu en marge de ce que font les autres. J'ai toujours fait un petit peu... J'ai toujours été en décalé quand même. Du coup, je me dis que quelque part, c'était ma destinée aussi d'aller dans ce chemin-là à un moment donné, m'y retrouver. Je suis dans ma famille, celle de mon mari, je suis toujours celle qui fait les trucs pas comme les autres. Ça va faire 9 ans que je suis végétarienne. Quand j'ai annoncé que j'étais végétarienne, tout le monde m'a dit, mais c'est quoi ta lubie là? De toute façon, ça va durer 2 mois et puis de toute façon, qui c'est qui est végétarien quand tu aurais personne? Quand j'ai quand même décidé c'est marrant parce que même après cet accouchement tout à fait classique et parce que tout le monde doit vivre ce type d'accouchement, après je sais pas si tout le monde garde pas autant de marques traumatiques, je sais pas si j'ai été plus sensible que certaines autres, parce que globalement tout le monde va me dire oh, ton accouchement c'est bien passé, arrête, t'es en bonne santé, ton bébé aussi, t'as même pas eu d'épisiotomie, t'as pas eu de césarienne, c'est bon quoi. Enfin, tu vois, ton accouchement il s'est bien passé. On a beaucoup qui me diraient ça. Et beaucoup qui auraient vécu aussi la même chose, peut-être potentiellement. Moi, je sais que ça n'a pas été le cas, donc je sais pas si j'ai plus de sensibilité. Mais je sais que même après cet accouchement, etc., je sais que j'ai quand même décidé de faire autrement avec Victoria. Elle avait une chambre toute prête, avec son super beau lit à barreaux. Elle a jamais dormi dedans. Elle a jamais dormi dedans. Elle a dormi avec moi. Et alors, quand j'ai eu le malheur de le dire, au début, c'est vrai que
Aujourd'hui, je l'assume et j'ai aucun problème de dire que mes enfants dorment avec moi ou ont dormi avec moi, parce que Victoria, maintenant, ne dort plus avec nous. Alba, oui. Mais au départ, ouais, elle dort avec nous. Dès qu'on essaye de le poser dans son petit berceau, elle pleure. Elle dort avec nous, quoi. Enfin, moi, je ne voyais pas d'autre solution. J'ai aussi appris avec elle parce que ça, je l'ai pas lu. Ça, je l'ai vécu. La première nuit, quand on est arrivé, mon mari a presque passé toute la nuit avec elle dans les bras. On l'a posée dans son berceau. D'un moment, je me suis dit, en fait, faut qu'on arrête d'être ridicule. Je veux dire, ça sert à quoi de se priver de sommeil pour qu'elle dorme dans son petit berceau? Enfin, dans le lit, elle dort avec nous. Enfin, elle dort, je dors, tu dors, enfin, tout le monde dort. Pourquoi on va se priver de sommeil, s'épuiser, alors que tout ça, pourquoi? Pour qu'elle dorme dans son petit berceau. Voilà. Moi, il y a plein de choses comme ça qui me paraissent. Mais c'est délirant pour moi. Et pourtant, c'est la normalité chez tout le monde. C'est la norme. Donc, quand j'ai décidé de faire ça, quand j'ai décidé d'allaiter plus que 6 mois, parce que, attends, après 6 mois, le lait, c'est de l'eau. Voilà, je sais que j'ai toujours fait un petit peu à côté. Aujourd'hui, je l'assume totalement. À l'époque, j'avais 22 ans. Je me disais que j'étais jeune. J'ai accouché plus tard, je l'ai eu à 22 ans. Je me dis j'étais jeune. Bon, là, ils sont plus âgés, ils sont plus sages que moi. Ils ont plein d'enfants. Bon, c'est pas pour autant que j'ai fait autrement. C'est juste que je leur disais plus. C'était différent. Mais aujourd'hui, je l'assume. Parce que aussi, après, je me suis aussi enrichie de lecture. Je me suis enrichie d'études. Voilà, j'ai aussi... je me suis dit, si je le vis, d'autres le vivent. Et si mon bébé n'est bien qu'avec moi, c'est peut-être qu'il y a une raison. Peut-être que ça a été étudié. Peut-être que... Là, j'ai toujours essayé de rechercher. Et au final, oui, c'est la norme. Puis c'est la norme dans tellement de pays du monde et dans tellement de coins du monde. Est-ce que justement, je me permets juste de faire une petite pause parce que est-ce que tu te souviens justement, c'est quoi, quelles sont tes références, quelles sont tes sources, que ce soit de la lecture ou si jamais voilà, il y avait des sites où tu avais des comment ça s'appelle des études ou des choses comme ça. Est-ce que tu en as là en tête? Comme ça, je les mettrai également dans les notes du podcast. Oui, alors tu pars sur la naissance, ouais. Ah sur la naissance, j'en ai plein. D'ailleurs, j'en ai mis en story Instagram parce que je voulais les garder Alors, en fait, j'ai plein de copines qui n'ont pas encore de bébé et je voulais qu'elles les aient en référence. Par exemple, typiquement, là, le premier qui me vient en tête, c'est sur le postpartum, mais c'est le mois d'or. Alors, par contre, je suis vraiment désolée parce que je suis très... Alors, surtout avec ma mémoire de postpartum en ce moment, je suis très nulle pour retenir les auteurs, mais les titres, ça va à peu près. Donc, le mois d'or, vraiment, c'est aussi grâce à ce livre que j'avais déjà cheminé sur mon premier postpartum, mais là, ça m'a donné encore plus d'informations sur qu'est-ce que c'est que le postpartum et pourquoi j'avais mal vécu le premier. Le premier que j'ai lu enceinte d'Alba pour continuer mes lectures sur la grossesse, la naissance physiologique, naturelle, à la maison, c'est pour le coup, là, je me souviens de l'auteur, c'est Michel Audin. Et c'est Le bébé est un mammifère. Et j'ai d'ailleurs écouté un podcast, le premier podcast d'ailleurs que j'ai écouté, c'était, je ne me souviens plus du nom du podcast, mais je sais que lui, il était interviewé dans ce podcast et justement... Alors, je sais qu'il est passé à la matrescence. Oui. Donc, c'est vraiment un gros podcast. Je sais qu'aussi, il est passé avec Johanna de Physiologie plus Intuition. Mais je crois que c'est ça. Ok. Oui. Et du coup, voilà, lui, je pense que j'ai peut-être à peu près tout lu.
faut écouter de lui parce que je pense que c'est un des pionniers en tout cas dans le domaine médical, parce que lui vient du domaine médical. On pense souvent à la naissance physiologique, c'est que des hippies qui font ça. Maintenant, il y a aussi des médecins, des docteurs qui en parlent et qui en parlent bien et voilà, qui savent reconnaître que la naissance, je ne sais pas, je ne vais pas me tromper au niveau des pourcentages, mais je sais pas, c'est entre 85 et 90% des cas, c'est physiologique en fait. C'est que très peu le pourcentage de naissances qui nécessitent vraiment une intervention médicale, quelle qu'elle soit. Donc voilà, donc Michel Legrand, le bébé de ta mammifère, voilà, j'avais lu pendant mes vacances, c'est le premier livre sur la naissance physiologique que j'avais lu. Ensuite, il y a ma doula, parce que j'ai été aussi suivie par une doula. Alors, j'ai fait la totale, la pensée de grossesse, je me suis fait plaisir, j'ai vraiment été... voilà, j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pas fait pour ma première grossesse, parce que j'avais pas les infos, parce que... Voilà. Donc, ma doula m'avait prêté un livre épais comme ça, mais c'est beaucoup de témoignages au final, donc il n'y a pas vraiment de... La lecture, on peut vraiment ouvrir, lire une page, lire un témoignage et le refermer et relire un autre. Après, c'est la naissance naturelle ou la naissance au naturel, la naissance naturelle peut-être. Et je sais que c'est une autrice, mais américaine. Donc en fait, c'est des témoignages de femmes aux États-Unis. Voilà, exactement, c'est celui-ci. Il est très gros. Mais au final, ici, bien, j'avais un petit peu peur. Je me suis dit, oh là là... ça va me prendre tout le reste de ma grossesse, quoi. Je pourrais plus rien dire d'autre. Et au final, non, parce que ça se lit vraiment vite et vraiment bien. Et puis les témoignages, ils sont tellement forts. Et en fait, ça nourrit. En fait, toutes ces lectures viennent vraiment nourrir. Moi, je sais que ça a vraiment été une nourriture pour moi dans mon projet, dans ma volonté. Je me suis vraiment dit, là, je vais dans le chemin qui me ressemble. Là, je vais quelque part dans un endroit qui me ressemble, qui me parle. Et je pense que c'est vraiment important de se nourrir au-delà des informations strictement les études, les statistiques, voilà, vraiment scientifiques. Au-delà de ça, les témoignages, je trouve que ça a quelque chose de différent et il faut se nourrir de témoignages parce que c'est vraiment ça, moi, je me suis sentie, j'ai senti que en fait, je faisais partie, pas d'une communauté, mais en fait, j'étais entourée de ces femmes qui l'avaient vécu avant moi. Et c'est difficile à décrire, mais c'était fort, quoi. Pourtant, je les connais pas, ces femmes, mais de lire leurs témoignages ou d'écouter leurs témoignages dans le podcast, par exemple, ça m'a vraiment permis de me dire ouais, moi je suis comme elles et je veux vivre ce qu'elles ont vécu et ça a l'air incroyable. Et tout ça, on peut pas le lire dans du scientifique, dans de lecture strictement scientifique. Vraiment, le témoignage, il a ce côté envie aussi de vivre ce qu'elles ont vécu parce que de la manière dont elles le racontent, tu sens que parfois c'est indescriptible, mais tu sens dans l'intonation ou dans l'écriture qu'il y a quelque chose là qui s'est passé. Tu vas pas pouvoir le vivre ailleurs que là où tu te sens bien chez toi, tu vois, entouré des personnes que tu aimes et de la manière, et de le faire de la manière dont tu as envie de le faire. Ça, c'était vraiment incroyable. Après, il y en a un sur... Oui, parce que pendant, mine de rien, ça me faisait peur sans me faire peur. Je me suis dit la douleur. Je sais pas ce que c'est. J'ai eu la péridurale, j'avais 4 cm de dilatation. Alors oui, j'avais mal. J'étais sous propesse. Donc, déclenchement, j'avais très mal. Et à 4, il m'en a perdu à 4, tu vois. Habituellement, on n'avait pas à 4. Je me suis dit, oulala, comment je vais faire, moi, pour la douleur? On m'avait acheté le livre J'accouche bientôt, que faire de la douleur. Je me suis dit, bon, il va falloir que je me prépare aussi. Je sais pas comment. Et j'avais peur, en fait, sur le moment.
Ici, j'y arrive pas. Ici, c'est trop douloureux pour moi. Ici, je perds mes moyens. Ici, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais pas avoir le choix je vais faire quoi? Je vais subir, je vais faire. Et au final, tu travailles là-dessus parce que j'ai appris aussi au fil de mon cheminement. Au final, c'est pas pour rien qu'on a 9 mois pour se préparer parce que au fil de ma grossesse, j'ai appris que la douleur, elle est inévitable. Mais que souffrir, c'est un choix. Et vraiment, et ça, c'est, et de me dire ça et de travailler là-dessus, ça m'a énormément aidé parce qu'effectivement, il y a eu de la douleur, mais j'ai à aucun moment souffert. Et pourtant, j'avais des douleurs intenses. C'était intense. C'était puissant. Mais c'était pas de la souffrance parce que je le subissais pas. Et ça, je trouve que c'est subtil, hein, mais de faire la différence entre la souffrance et la douleur et de faire la différence entre la subir ou l'accompagner. Pareil, c'est subtil et c'est un cheminement et c'est quelque chose qu'il faut que tu aies en conscience, que tu faut vraiment faire un travail de conscientisation de ça, en fait. Et dès le moment où c'était clair pour moi, c'était clair dans ma tête, c'était clair dans mon corps, oui, tu vas avoir de la douleur. Voilà, il fallait l'accepter, je l'ai accepté, parce que c'est ce que je voulais. De toute façon, je voulais faire autrement. Dès le moment où j'ai fait cette acceptation-là, c'était fini. J'en avais plus peur. J'avais plus de doute. Je le redoutais plus. Alors forcément, parfois, ça revenait un petit peu me titiller, de me dire non, et si. Ouais, mais non, tu vas pas souffrir. Tu vas avoir de la douleur. Ça va être intense, mais tu vas pas souffrir. Donc, au final, ce livre m'a permis de mettre le nez dedans. Mais et ça m'a aidé aussi à trouver, à savoir pourquoi. Déjà, il faut savoir pourquoi il y a cette douleur. Et dès que tu sais que cette douleur, elle permet à ton bébé de venir, d'arriver, voilà, quoi. C'est comme ça, tu vois. Puis la nature, elle est bien faite parce que tu as tes hormones aussi qui viennent t'aider à supporter, à traverser cette douleur. Donc ce livre, il est bien là-dessus pour... je pense que je suis pas la seule à avoir les craintes d'avoir mal, quoi. Donc c'est pour celles qui ont peur. C'est un début de cheminement, il est bien parce qu'il explique pourquoi elle existe cette douleur. Et dès le moment où tu sais pourquoi elle est là, et tu sais que ton corps aussi, il est bien fait parce qu'il y a cette douleur, mais à côté, tu as des hormones qui t'accompagnent durant l'accouchement pour... t'as l'endorphine, tu vois, ça t'aide que la douleur, elle soit un peu moins... Elle soit pas de la souffrance, justement, et à t'aider à traverser. Donc, voilà, c'est les quelques références, j'en ai lu d'autres. Après, voilà, j'ai lu aussi un livre sur les naissances libres. Donc là, c'était pas par rapport à mon projet, parce que là, c'est vraiment des femmes qui ont accouché seules, mais je voulais quand même le lire, parce que je sais pas si c'était accouchement libre, accouché par... c'est un livre bleu, avec une dame. Voilà, accouché par soi-même. C'était pas mon projet, même si à un moment donné, parce que je vais venir, parce que je vais plonger dans mon accouchement à domicile, mais à un moment donné, pendant quelques temps, pendant un laps de temps qui a duré quelques semaines, on a dû y songer. Enfin, moi, j'ai dû y songer parce que je ne trouvais pas de sage-femme disponible ou qui me recontacte, voilà, qui me demande. J'avais aucun retour sur tous les messages que j'avais pu envoyer, sur tous les numéros que j'avais pu appeler. Enfin, rien, c'était le désert. Pourtant, il y en avait des sages-femmes autour de chez moi, dans les environs, mais impossible d'avoir un retour. Donc, à un moment donné, je me suis dit... Et puis, j'étais tellement partie dans ce projet d'accoucher chez moi que je ne pouvais plus faire retour en arrière. À ce moment-là, je m'étais dit, mais en fait, je préfère le faire chez moi toute seule, même si... voilà, il y en a plein qui l'ont fait. J'ai lu des témoignages et ça se passe bien, quoi. Même si tu as un petit peu d'appréhension, parce que tu sais jamais, il y a un petit risque qu'il y a un truc qui bloque quelque part, que machin, tu sais pas quoi faire. Ouais.
Mais à un moment, je l'ai envisagé parce que je ne trouvais pas de sage-femme. Et je me suis dit, mais en fait, au pire, il se passe quelque chose, on part à l'hôpital, tu vois. Mais j'aurais essayé, tu vois, de le faire à la maison. Donc, j'ai quand même eu, voilà. Parce que même si c'était pas mon projet, je trouve ça incroyable que ce soit accompagné d'une sage-femme ou pas. Voilà, c'est toujours des témoignages. Donc, en fait, je me suis vraiment nourrie de ces témoignages. Et donc, voilà. Alors, oui, parce que effectivement, je fais la gardienne du temps et en même temps, je trouve ça hyper intéressant parce que tout à l'heure aussi, tu parlais de maternage proximal, d'allaitement. Est-ce que là, tu as vite fait 2-3 références qui t'ont été soutenantes et après, on plonge dans ta grossesse? Oui. Du tout. Alors, il y a des tout petits livres. Ils sont vraiment tout petits, ils sont très concis, mais ils sont très bien faits. Il y en a un, c'est Le cododo, pourquoi, comment, je crois. Didier Jouvenceau ou quelque chose comme ça. C'est je vois en fait la maison d'édition, je crois que c'est la maison d'édition Jouvence ou. Oui, voilà, c'est quelque chose comme ça. Et c'est des tout petits. Il y en a pour l'allaitement, alors il y en a pour le portage, donc j'avais aussi pour le portage, puisque pareil, j'ai fait tout ce qu'autour de moi, il n'y a personne qui a jamais fait presque. Le portage, le cododo, l'allaitement plus que 6 mois avec mon lait qui est de l'eau. Et pour l'allaitement, il y a le guide très illustré de l'allaitement, il me semble, qui s'appelle comme ça. Donc, je l'avais pas pour Victoria, je l'ai acheté quand j'étais enceinte d'Alba. Parce que, pareil, pour Victoria, donc je l'ai allaitée, mais je l'ai surtout tir-allaitée. Et ça vient aussi de la maternité. Ça m'a tout un point commun. C'est-à-dire que à la maternité, j'avais essayé de la mettre au sein. Bon, bah déjà, on a eu une présentation qui a été écourtée. Voilà, le temps si précieux où le bébé est censé être proche de sa mère parce qu'il sort d'elle et que bah, il ne connaît pas ce monde froid, trop lumineux, etc. Et du coup, on m'a enlevé. Quand j'ai essayé de la mettre au sein, elle essayait de prendre, ça fonctionnait pas très bien. J'ai réussi à plusieurs reprises. Ça a été une catastrophe de la mettre au sein. Elle n'arrivait pas à prendre. Alors, sur le moment, je ne connaissais pas tout ce qui était frein, etc. Mais il semblerait qu'elle n'en avait pas parce que je l'ai fait contrôler en même temps qu'Alba, au final 6 ans plus tard. Et elle n'a pas de frein. Donc, si elle avait eu un frein, elle l'aurait eu dès le début, il n'aurait pas disparu. Donc, si elle l'avait eu, elle n'avait pas de frein. Éventuellement, elle a peut-être eu des petites tensions quelque part qui faisaient qu'elle le prenait pas bien. Mais à la maternité, on était en pleine nuit, elle voulait pas prendre le sein. On m'a dit, bah, je vais vous chercher un bout de sein, vous allez voir, avec ça va fonctionner. Je savais pas ce que c'était un bout de sein. On ramène ça, je le mets, on m'explique. Tu le mets pour la tétée, et puis, ok, bah, je mets ça. Et effectivement, là, elle le prend bien. Oh, mais t'inquiète pas, tu le mets, peut-être d'ici quelques temps, tu pourras l'enlever. D'accord. J'essaye de temps en temps de l'enlever, de le remettre. Effectivement, elle prend pas sans le bout de sein, et avec le bout de sein, elle prend. Et puis, les mois passent et ça reste comme ça. C'est chiant parce que tu vas toujours te trimballer avec le truc à côté de toi, là. Et puis pour la nuit, c'est chiant. La nuit, j'avais son technique, je le coinçais ici, là, dans le soutien-gorge. Après, je le mettais et tout. Mais... Et puis, quelque chose que je savais pas, mais c'est que tu stimules pas pareil avec un bout de sein. Donc, c'est... En plus, ça, c'est un petit gabarit, elle a toujours été un petit gabarit. Petite mangeuse, donc même bébé, donc elle t'était déjà pas beaucoup. Elle prenait, c'était à son rythme, mais c'était pas énorme. Mais en plus, voilà, ça simulait pas beaucoup. Donc, et puis après, ma mère a commencé à la garder, elle avait 3 mois. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à tirer
avec le biberon, elle prenait sans problème. Et au bout d'un moment, moi, je ne connaissais pas les alternatives au biberon non plus. Donc, et puis personne m'en avait informé. Pourtant, voilà, si je connaissais les conseillères en lactation à ce moment-là, pareil. Enfin, comme quoi, s'informer, c'est vraiment la clé de toute réussite au final dans n'importe quel domaine. Hein, mais, du coup, au final, elle a apprécié de prendre le biberon, forcément. Même si elle prenait pas beaucoup, c'est vrai que je tirais en quantité, du coup, au final, parce que je pense que c'est le tire-lait, dans ce cas-là, a sauvé ma lactation. Parce que si on était resté juste à l'allaitement au bout de sein, déjà que elle stimulait pas beaucoup, c'était avec le bout de sein, je pense que j'aurais pas pu faire 13 mois de tir-allaitement, parce que je suis allée jusqu'à 13 mois de tir-allaitement. Donc, au bout d'un moment, elle voulait plus le bout de sein. Donc, quand je la retrouvais et que j'essayais, c'était pas possible. Donc, on tirait le lait, on était dans le biberon. Il y avait que la nuit, exception la nuit. La nuit, elle acceptait de prendre au sein avec le bout de sein. Mais j'ai jamais pu m'en défaire de ce bout de sein. Jamais. Et du coup, ça a fini en tir-allaitement jusqu'à 13 mois, jusqu'à ce que toutes celles qui vivent en tir-allaitement, je pense, savent à quel point c'est épuisant. Ça demande une logistique incroyable et il faut avoir la volonté de le faire, quoi. Parce que moi, je sais. Alors, à ce moment-là, j'allais à la fac parce que j'ai repris mes études quand je suis tombée enceinte de Victoria. Et j'allais à la fac et je tirais mon lait à chaque pause. J'allais m'enfermer dans les toilettes de la fac. Donc, le truc vraiment pas... Tu vois, c'était pas idéal. Il fallait vraiment avoir envie de faire ça, tu vois, j'étais avec ma glacière, avec mon truc Medela, là, mon sac Medela pour tirer mon lait toute la journée pour qu'elle en ait pour le lendemain, etc. Et à 13 mois, j'avais décidé que c'était trop. Et puis en plus, elle prenait moins de lait, donc elle était moins dépendante du lait, elle picorait par-ci par-là. Et puis en plus, déjà qu'elle mangeait pas beaucoup, donc voilà, c'était pour moi, c'était tout ce que je pouvais donner. Mais pareil, je pense que voilà, si j'ai un message à faire passer là, c'est vraiment pour éviter tout ça, s'informer avant. Et je pense que tout ce que j'ai pas fait pour Victoria, j'ai mis les bouchées doubles pour elle, même si j'étais déjà très informée. Et même informée, j'ai racheté des livres. J'ai racheté un manuel d'allaitement, même si je savais, bout de sein, saignette, il y a des conseillers en lactation si jamais tu as un problème. Tu vois, tout ça, avec cette expérience-là, je le savais. Mais voilà, j'ai acheté. Et puis au final, ça m'a servi, parce qu'avec Alba, j'ai quand même eu une mastite, donc je savais ce que c'était. Parce que je l'ai lu. Avec Victoria, j'avais pas eu mastite. Donc au final, voilà, j'ai eu des crevasses, j'avais pas eu pour ça. Donc voilà, tout ça, je l'avais lu dans le livre. Donc au final, c'est jamais de trop, j'ai envie de dire. Même quand on est informé, on n'est jamais assez informé. Et au final, voilà, ça aide. Ça m'a vraiment aidé en tout cas. Je fais une aparté 2 secondes. Comme ça, pareil, je le mettrai dans le note du podcast. Okay. Il y a ce livre qui est vraiment, donc s'appelle Construire son manuel d'organisation postnatale, où en gros, pour moi, en fait, il y a tout. Il y a tout ce qui est... tu as des pages pour noter, par exemple, c'est quoi le numéro de la conseillère en lactation qui est près de chez toi, c'est quoi le numéro de l'ostéopathe, c'est quoi le numéro de l'abscisse. Enfin, vraiment, c'est en mode... tu le remplis et comme ça, en postpartum, t'as pas à réfléchir. T'as juste à ouvrir le bouquin. Ça, par exemple, il parle du guide de la ronde des repas, où au final, tu peux organiser un planning avec des gens qui te livrent, des potes qui te livrent les trucs. T'as des choses auxquelles on pense pas. Par exemple, si jamais césarienne il y a, leur demander de mettre tout ce qui est cathéter et tout sur la main qui n'est pas dominante, de façon à pouvoir tenir son bébé avec la main dominante. C'est vraiment plein de trucs auxquels on pense pas. Même pour les soins au postpartum et tout. Et je le trouve hyper, hyper riche, hyper précieux. Donc j'en parle parce que je le kiffe et que je le mettrai en note du podcast et que ça vient résonner avec le fait de... Mais on peut pas avoir toutes les informations
C'est pour moi euh, qui est qui avait du temps libre. Hein. Je m'occupais de ma grande, mais qui avait 5 ans et demi pendant ma grossesse. J'avais du temps à octroyer à des recherches, même si en plus il y avait tout ce que je me suis nourrie parce que dans mon parcours de doula et tout, donc il y a vraiment plein de choses qui sont venues. J'avais ce temps-là. Et pour moi, c'est un privilège d'avoir ce temps à s'accorder à ça. Donc, quand on n'a pas, il existe plein de professionnels qui peuvent vraiment soutenir. Et même si on est informé, comme tu le dis, c'est hyper soutenant. Enfin, moi, j'avais 2 doulas. J'avais 2 doulas, plus toutes les doulamies, parce que forcément, on se connaît dans le secteur. J'ai fait une grossesse libre et autonome, avec un enfantement libre et autonome, mais j'étais pas toute seule. J'étais vraiment pas toute seule. Mais c'est important. Je pense que même quand on fait c'est pour celles qui décident de faire un nana, elles sont pas seules. Et elles sont entourées des personnes les plus importantes d'ailleurs pour elles. Non, c'est de se sentir, tu vois, c'est pour ça que je disais les témoignages, c'est important et c'est riche parce que même quand tu connais pas ces personnes, tu te sens pas seule parce que tu repenses à elles, tu repenses à leurs témoignages, tu te dis ah mais ça je l'ai vu, elle l'a vécu à ce moment-là. Ah tu vois le cercle de feu, mais je l'ai entendu dans 150 témoignages, c'est normal qu'ils soient là et elles l'ont vécu aussi, et je suis en train de le vivre aussi, tu vois. T'as l'impression de comme vivre ensemble la même chose en fait, et c'est hyper important de ne pas se sentir seul en fait, même quand il s'agit de personnes où tu connais absolument rien, tu sais pas à quoi ressemble, tu sais pas comment tu connais juste leur prénom parce qu'elles ont signé leur témoignage, c'est tout. Mais oui, enfin, je comprends ce que tu dis, je vois ce que tu dis, c'est le plus important. Tu peux pas emprunter en étant seul, en te sentant seul. C'est ça, parce que là, moi, je me passionne en ce moment des vidéos. Alors, la caméra, c'est un observateur, c'est une observatrice, donc ça vient perturber le néocortex. Et en même temps, c'est hyper enseignant parce que de toute façon, on a été bercé par Baby Boon, par plein d'autres. Dans notre culture, on va dire j'occidentale, il y a vraiment plein de choses qui normalisent la naissance médicalisée. Et donc j'aime beaucoup repartager des vidéos de naissance. Et là, moi, ça m'espante et je trouve ça. Enfin, j'ai envie de leur mettre des couronnes, tu vois. Et elles sont en fait seules, vraiment seules. Là, celle que j'ai en tête, c'est une femme, elle enfante de son bébé en siège, elle a une jambe sur le lit, une autre soulevée, et elle fait des et tu sais, là, c'est, mais ouais, en fait, mais tellement badass. Et c'est pas comme mettre sur un piédestal une personne, c'est, en fait, ça vient toucher comme à l'intérieur de soi une possibilité, un champ des possibles. Et donc, ça nourrit le besoin d'appartenance et en même temps de reliance et c'est humain ce qui se passe. Et donc, moi aussi, si ça me touche, si ça me parle, je peux me l'offrir. Voilà, je m'emballe. Non, mais je peux comprendre parce que moi aussi, quand je raconte mon enfantement, j'ai tendance à m'emballer aussi parfois. Qui a été filmé sans que parce que ça aussi pareil c'était important pour moi, que j'ai pas l'impression que ça reportage vidéo sur moi, tu vois. Donc de temps en temps, soit ma sage-femme, d'ailleurs c'était souvent ma sage-femme voilà, qui filmait du coup, mais j'étais de dos, donc du coup je ne voyais pas, mais je les ai sur mon téléphone. À qui c'est donné de pouvoir revivre sa naissance ou son enfantement, tu vois, puis c'est fou. Normalement, je dirais, il faut le vivre, quoi. Je pense que si tu le vis pas,
Ça touche tellement, c'est profond en fait, c'est vraiment très très profond. Et maintenant, je vous invite à prendre un moment. Afin de répondre à cette question, qu'est-ce que ce récit a éveillé en vous ? Je serais très heureuse de lire vos ressentis en commentaire ou en message. Si vous en avez l'élan, vous pouvez venir soutenir le podcast en laissant une note ou un avis. Ça l'aide à rayonner et à toucher d'autres familles. Vous pouvez également faire un don sur la page Tipeee, le lien se trouve en description. Merci pour votre précieuse écoute. Je vous envoie plein de chaud doudou et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vagues d'ocytocine.